C'est aujourd'hui que la tombe présumée du capitaine Thomas Sankara a été ouverte au deuxième jour de l'opération d'exhumation des corps de l'ancien président et de ses compagnons. Ce sont au total 5 tombes qui ont été éventrées. La vérité va-t-elle en sortir? En tout cas, les attentes sont nombreuses. Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, est notre invité. Second titre de ce journal, Yacouba Isaac Zida en visite à Cotonou au Bénin. Le Premier ministre a eu un entretien avec le président Yahi Boni ainsi qu'avec les Burkinabés du Bénin. Les images tout à l'heure dans ce journal. Les transporteurs de bois de chauffe qui dénoncent la surtaxe de leur activité. Ils annoncent des actions de protestation dans les jours à venir et menacent d'augmenter le prix du bois. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La tombe du capitaine Thomas Sankara a été ouverte aujourd'hui. Des restes y auraient été retrouvés, des ossements et des vêtements. En l'occurrence, autour du cimetière de Dagnoin aujourd'hui, le climat est plus serein, aucune manifestation à signaler. Les journalistes, eux, sont priés de garder les distances, mais nos reporters nous ont rapporté des images. Issaka Ouedraogo, Aboubakar Sayon. C'est un calme plat qui règne devant le cimetière de Dagnoin au deuxième jour de l'exhumation des dépouilles de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'armes assassinés le 15 octobre 1987. Mais à l'intérieur, les choses bougent. Sous la supervision des médecins légistes français et burkinabés mandatés par la justice, l'ouverture des tombes a commencé. À l'aide de ce chargeur, on explore les tombes une à une et dans les règles de l'art. Ce mardi est une journée cruciale dans l'opération d'exhumation car la tombe du capitaine Thomas Sankara doit être ouverte. Une étape décisive dans la détermination des circonstances de sa mort. Hier, 2 tombes ont été ouvertes. On y a trouvé des restes de survêtements et des ossements. Les analyses balistiques et les tests ADN qui seront menés permettront de savoir si les corps enterrés à Dagnoin sont ceux de Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune. L'enquête permettra également de préciser avec quel type d'armes l'ancien président et ses camarades ont été abattus. Le dossier Thomas Sankara a été pendant 28 ans un dossier sensible et politique. En 2014, sous le règne de Blaise Compaoré, la justice burkinabé s'était déclarée incompétente pour juger le dossier. Le gouvernement de transition en a décidé autrement. L'exhumation des corps a débuté une semaine après l'audition de Mariam Sankara, la veuve du président défunt. Comme annoncé en titre, nous avons sur ce plateau l'un des avocats de la famille Sankara. Il s'agit de Maître Ambroise Farama. Bonsoir Maître Farama et merci pour votre disponibilité. Alors cette opération, bonsoir. Alors cette opération d'exhumation et d'examen des corps, vous l'avez réclamée depuis longtemps. Elle est enfin effective. Quelles sont les zones d'ombre pour lesquelles vous espérez des éclairages? Permettez-moi, avant de parler des zones d'ombre, de rappeler d'abord dans quel contexte ces opérations d'expertise sont menées. Parce que là, tout à l'heure, dans l'élément, j'ai cru comprendre qu'on dit que finalement, le gouvernement de la transition a accepté qu'il y ait une expertise donc, sur les tombes. Il faut plutôt rectifier. C'est vrai qu'il y a eu ce décret gouvernemental qui a autorisé l'ouverture des tombes, mais ce n'est pas ce décret qui est en train d'être exécuté. Il se trouve que c'est vrai qu'avec le gouvernement de transition, le ministre donc, de la Défense a autorisé l'ouverture d'une information dans le cadre donc, de cette affaire. Parce qu'au préalable, le ministre de la Défense avait refusé de donner l'ordre de poursuite. Cela a été fait et un juge d'instruction a été saisi. C'est le juge d'instruction qui a pris une ordonnance pour ordonner cette expertise. Donc il ne s'agit pas de l'exécution du décret gouvernemental, mais il s'agit plutôt de l'exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction, il est compétent pour poser tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Et c'est dans le cadre donc, des recherches, donc la recherche de la manifestation de la vérité, que le juge d'instruction a pris cette ordonnance aux fins d'expertise. Mais il n'en demeure pas moins que les événements des 30-31 octobre, quand même,
et l'avènement de cette transition-là quand même ont été un déclic également dans cette Sans aucun doute, sans aucun doute, mais j'ai tenu à apporter la précision parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, lorsque le décret a été pris, la famille avait donné son point de vue également sur ce décret-là, en disant que c'est vrai, elle voulait donc l'identification de la tombe, mais au-delà, ce qu'on souhaitait, c'était donc une procédure judiciaire au cours de laquelle donc l'identification pourrait être menée. Et donc, je voudrais donc donner cette précision que c'est dans le cadre donc de la procédure criminelle que effectivement donc cette ordonnance a été prise et que c'est en exécution de cette ordonnance-là que des experts ont été nommés. C'est tout à fait différent de la question du décret. Voilà. Cela dit, on va revenir à ma question. Alors, cette opération d'exhumation, quelles sont les zones d'ombre pour lesquelles vous espérez des éclairages? Bon, d'abord, il faut préciser que c'est le juge d'instruction qui apprécie l'opportunité et l'utilité donc de l'expertise. Donc le juge d'instruction a nommé des experts avec une mission bien précise. D'abord, la première mission, c'est d'identifier les restes qui s'y trouvent. Vous avez donc sur chaque tombe des noms qui sont inscrits. Le juge demande aux experts légistes de mener toutes les investigations et de pouvoir identifier quels sont les restes, est-ce que les restes appartiennent à qui ou à qui d'autre. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, ce que le juge recherche, c'est de voir est-ce que dans ces tombes-là, ou bien sur ces corps, il y a des projectiles qui peuvent être retrouvés, ou des balles qui peuvent être retrouvées donc sur les corps, afin qu'on puisse les prélever et les mettre sous scellés. Le juge également recherche éventuellement que s'il y a des projectiles, qu'on puisse donc en déterminer la qualité et qu'il y ait une expertise balistique éventuellement pour déterminer la nature de ces projectiles-là. Enfin, le juge donc demande aux experts de lui donner toute autre information qui peut être utile à la manifestation de la vérité. Okay. Alors, 27 ans après, donc, il semble que des restes aient été retrouvés donc, dans les tombes qui ont déjà été éventrées, des ossements et des restes de vêtements notamment. Est-ce que vous n'avez pas peur que le temps efface certaines informations qui pourraient se révéler peut-être précieuses pour la manifestation de la vérité? Il n'y a pas de doute qu'avec le temps, il y a des éléments, des indices de preuve qui sont effacés. C'est évident. Mais je pense que si jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu d'enquête sérieuse, ce n'est pas de la faute des victimes, ni de la famille des victimes. Nous savons tous pourquoi, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu une information judiciaire. Mais le juge d'instruction ne peut mener son instruction que sur la base des éléments qui seront à sa disposition. Donc c'est vrai, nous avons des inquiétudes qu'il y ait des éléments qui aient disparu, mais je pense que le juge fera son travail avec les éléments qui seront à sa disposition. Une chose est sûre, on saura véritablement parce que le doute persiste jusqu'à présent. Est-ce vraiment le corps du capitaine qui se trouve dans cette tombe? On peut dire que là, quand même, il y a une certitude qu'on aura des réponses. On l'espère. On l'espère parce qu'un test d'ADN a été demandé. Et déjà, dès demain, les familles donc, des différentes victimes vont commencer donc, les différents prélèvements pour les confrontations après. Donc, il est évident que aujourd'hui, Dieu merci, la science est tellement évoluée que sur la base donc, des tests ADN, on peut être à mesure de pouvoir dire si véritablement ces restes appartiennent à telle ou telle autre personne. Ouais, et il semblerait donc jusqu'à aujourd'hui donc conformément aux informations qui circulent depuis donc, ces événements d'octobre 87, on est face à des tombes réalisées à la sauvette. Vraiment à la sauvette. J'avoue que nous avons pu voir des choses inimaginables. C'est même inhumain. Imaginez-vous que le président Thomas Sankara a été mis sous terre à environ 45 cm du sol. Et là, franchement, c'est inimaginable, c'est inhumain. Et vous avez également d'autres tombes on a retrouvé les corps à moins de 30 cm. Donc lorsque vous dites qu'effectivement l'enterrement a été fait à la sauvette, c'est le terme. Okay. Alors l'opération a débuté hier, seulement 2 tombes ont été ouvertes le premier jour, 5 aujourd'hui. Comment vous appréciez le déroulement de cette opération-là? Nous apprécions le déroulement de cette opération de façon positive. J'avoue que les experts et tous ceux qui participent effectivement donc, à ces travaux d'exhumation et d'expertise le font avec précaution et sérieux. Nous avons pu remarquer justement quelles sont les précautions qui ont été prises pour que le travail puisse être mené non seulement dans la sérénité et qu'ils puissent donc obtenir tous les éléments qui se retrouvent donc au fond des différentes tombes. Lorsque ils dépouillent et qu'ils atteignent donc le corps, j'avoue qu'ils mettent plus de
plus d'1 heure à 2 heures d'ailleurs pour pouvoir débarrasser donc les grains de sable et sortir effectivement donc le corps. C'est un travail délicat, minutieux, mais qui jusque-là en tout cas est apparemment bien mené. Okay. Alors, Maître Farama, hier, des gens ont manifesté autour du cimetière de Dagnoin pour dénoncer le bouclage des lieux par la gendarmerie et exprimer leur inquiétude quant à cette démarche. Alors, est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? Beaucoup pensent peut-être que c'est encore une manière, en tout cas, de faire les choses de façon voilée et puis que les gens ne puissent pas accéder véritablement à la vérité. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? Je pense que l'inquiétude des populations est tout à fait légitime. L'inquiétude est légitime, mais seulement il faut prendre le soin de communiquer avec ces personnes-là pour leur donner la juste information afin qu'elles comprennent. J'ai même déploré, et je pense que hier, même les journalistes nous ont expliqué qu'on n'a pas pu leur donner des explications pourquoi ils étaient tenus à distance. Nous pensons qu'il aurait été au moins bien de rencontrer les populations qui étaient dehors, aux alentours, au moins la presse, et de leur expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas avoir accès au cimetière. Donc pour moi, ce sont des inquiétudes tout à fait légitimes. Mais il faut aussi reconnaître que ce travail que je dis être délicat et minutieux ne peut pas non plus être mené avec toute la population autour. Ça nécessite un minimum de sérénité et cette sérénité-là, on ne pouvait pas l'avoir si véritablement donc, le cimetière et que les tombes étaient ouvertes au public. Maître Farama, autre motif d'inquiétude, la présence d'un Français parmi les légistes, inquiétude notamment après donc, le dossier Nébier et les résultats du légiste français qui ont été donc dévoilés. Avez-vous confiance en cette équipe? Bon, écoutez, moi, je ne fais confiance en personne. Et je fais plutôt confiance aux institutions. Ce sont des experts qui sont des experts agréés, qui ont prêté serment. Ce sont des professionnels. Et pour moi, sous le serment, effectivement, donc, qu'ils ont prêté, nous devons leur faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, faire le rapprochement avec cet expert qui a fait le travail dans le dossier donc, du juge Nébier, je comprends l'inquiétude que vous exprimez, mais je voudrais rappeler que dans le cas du dossier du juge Nébier, l'expert était pratiquement seul, alors que dans le cas donc, de ce dossier, nous avons 2 autres experts burkinabés, des médecins légistes également, et qui font le travail ensemble avec donc l'expert français. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des médecins légistes burkinabés, donc il faut faire entièrement confiance aux médecins légistes français. Mais je vous dis également, rien ne nous permet également de dire qu'il faut faire davantage confiance aux médecins légistes burkinabés. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'espérer qu'ils fassent donc leur travail avec le plus grand professionnalisme et que des résultats non contestés et non contestables puissent en sortir. Alors, Maître Farama, après des années de blocage, enfin on peut dire que le dossier Sankara avance. Il y a une semaine, l'audition de Mariam Sankara. Cette semaine, le début donc de l'opération d'exhumation. Vous espérez un jugement dans quel délai? Non, je ne peux pas vous donner des délais. C'est vrai, on peut tous constater que le dossier est réouvert, que l'instruction avance, mais fixer un délai, je pense que ce sera prématuré. D'ailleurs, toutes les procédures criminelles en général prennent beaucoup de temps parce que la recherche des éléments de preuve, parce qu'il faut d'abord rechercher les indices, rassembler donc les éléments de preuve, et ensuite rechercher les auteurs, déterminer avec précision toutes les infractions qui peuvent être retenues contre les présumés auteurs. Et je pense que c'est un travail qui prend énormément de temps. Et je ne peux pas donc m'amuser à vous donner un délai. Même le juge d'instruction lui-même ne peut pas vous dire dans quel délai il pourra finir son travail. Il peut simplement souhaiter qu'il puisse donc l'achever dans tel ou tel autre délai. Mais je pense qu'il est matériellement impossible de donner un délai à ce jour dans lequel donc... certainement au-delà de la transition. Sans aucun doute. Merci, Maître Farama. Je vous remercie. Passé sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était donc Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara qui réagissait à l'opération d'exhumation des corps du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons. Suite de ce journal, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida est en visite à Cotonou au Bénin où il prend part à une rencontre internationale sur la paix à travers le dialogue interreligieux et interculturel. En marge des travaux, Yacouba Isaac Zida a eu un entretien avec le président Yayou Boni ainsi qu'avec une délégation des Burkinabés du Bénin. Le point avec Martin Zerbo et Wendata Nathalie Kaouré.
Arrivé dans la capitale béninoise dans l'après-midi de ce lundi, le Premier ministre a été reçu dans la soirée par le président Yayi Boni. Le premier point des échanges a porté sur le symposium sur la paix qui se tient à Cotonou et pour lequel le Premier ministre a fait le déplacement. Nous avons apprécié cette merveilleuse initiative qui montre que, en tout cas, nos pays doivent travailler, en tout cas, à ce qu'il y ait la paix, en intégrant bien sûr les leaders religieux dans cette démarche. C'est nouveau, mais nous nous réjouissons de savoir que la communauté internationale tout entière accompagne donc cette initiative-là. Le second point de cette audience a porté sur la transition en cours au Burkina Faso. Selon le Premier ministre burkinabé, le président Yayi Boni fait partie des acteurs de la sous-région qui ont suivi le processus de mise en place de la transition au Burkina Faso. Il est donc allé lui faire le point de l'évolution de cette transition et prendre des conseils pour qu'elle se termine bien. Nous avons fait le point de situation, nous l'avons dit, quelles étaient quand même les difficultés que nous rencontrons. Et nous avons reçu de très sages conseils. Il nous a invités à poursuivre dans ce sens afin que le Burkina connaisse un retour à une vie constitutionnelle normale parce que le Burkina compte dans notre espace sous-régional. Avant de se rendre chez le président béninois, Yacouba Isaac Zida a reçu une délégation de l'association des Burkinabés vivant au Bénin. Les membres de la délégation sont venus féliciter le Premier ministre et les autorités burkinabées pour leur gestion de la transition. Ils ont aussi soumis des doléances à Yacouba Isaac Zida. L'unité d'action syndicale hausse le ton après l'expulsion des travailleurs du site de la société SAP Olympique à Bobo-Dioulasso. Elle a rencontré la presse aujourd'hui pour dévoiler les raisons de son indignation concernant l'opération biétage en cours. L'unité d'action syndicale émet quelques réserves. Viviane Tiendrebeogo. Un point est à l'ordre du jour de la rencontre entre l'unité d'action syndicale et la presse. Il s'agit de la non-application des décisions de justice et de la non-prise des textes d'application des lois votées. Mais c'est la situation des travailleurs de SAP Olympique qui a dominé les échanges. Le délibéré était attendu le 7 mai 2015 à 9h. C'est avant 7h du délibéré que le gouvernement a envoyé la police pour déguerpir les travailleurs à 4h du matin. Et de l'avis de l'unité d'action syndicale, la méthode de lutte des travailleurs de SAP Olympique n'était pas illégale dans le contexte du Burkina Faso. Cette loi 028 portant code du travail dans notre pays est une loi interne au Burkina. Dès lors que l'État ratifie une convention internationale, ça veut dire même la Constitution doit être relue pour se conformer à ces conventions internationales qui sont relues. Voilà pourquoi on les appelle des normes supranationales. Beaucoup de fonctionnaires sont au biétage ce mois pour toucher leur salaire. Les syndicats adhèrent au principe tout en exprimant des inquiétudes. Quand un fonctionnaire doit toucher son salaire entre le 25 et le 30, et puis on le soumet à une attente qui doit aller jusqu'au 15, et il y a des désagréments éventuels. Et si un travailleur, par exemple, de Banfora a été affecté à Diapaga et que son bulletin est resté à Banfora, il doit quitter Diapaga pour recevoir son salaire à Banfora. Imaginez bien le transport. Et dans ce cas de déplacement, il doit également se loger, il doit se nourrir. Et il y a aussi la question de l'insécurité. Quelles sont les conditions qui sont prises par nos autorités pour permettre à ces travailleurs de se déplacer en toute sécurité avec leur dû mensuel? L'unité d'action syndicale a rencontré le Premier ministre le 25 mai 2015. Elle attend la réaction du gouvernement avant de poursuivre ses actions pour un mieux-être des travailleurs. Eux non plus ne sont pas contents et ont tenu à le faire savoir. Les transporteurs de bois de chauffe dénoncent l'instauration d'une nouvelle taxe appelée par la commune ainsi que l'augmentation de la taxe liée au fonds d'aménagement. Ils annoncent des actions de protestation dans les jours à venir et menacent d'augmenter le prix du bois. Claudine Bikaba. Ils ont observé un arrêt de travail le 3 mai dernier. Face à la presse, les transporteurs et chauffeurs du bois de chauffe, membres de l'association Tegawende, entendent protester encore contre l'instauration et l'augmentation de nouvelles taxes sur la coupe et la vente du bois, malgré les 2 millions de francs CFA versés au trésor public chaque mois pour la reforestation.
on ne voit aucun changement dans la forêt. Or, pourtant, si on va bien regarder, sur chaque camion, ce que vous gagnez là, c'est trop. Ça vaut plus près de 25 000 francs par voyage. Or, pourtant, dans une seule journée, cette association peut récolter plus de 2 millions. Pour M. Léon Zungrana, secrétaire à l'organisation de l'association, si les taxes augmentent, les consommateurs doivent s'attendre d'ici là à un rehaussement du prix du bois à l'achat. Les autorités sont au courant de cette situation et ne font rien pour y remédier, a-t-il ajouté. Si on laisse des gens augmenter des prix comme ça à la va t'asseoir, sans que le gouvernement ne dise un mot, ça c'est grave. Nous allons partir acheter, même s'ils disent 5 000 francs le cerf, on va le payer et puis ça va répercuter sur les consommateurs. Ces frondeurs se disent prêts à aller jusqu'au bout et d'autres actions seront menées si rien n'est fait pour arranger les choses. D'ores et déjà, une marche suivie de meetings à la place de la Révolution est annoncée pour ce mercredi 27 mai 2015. Orpailleurs et sociétés minières autour de la même table pour échanger sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques liés au développement du secteur minier au Burkina Faso. Les deux parties n'ont pas toujours été en bons termes et le rêve du forum RSE, responsabilité sociale des entreprises, c'est de les voir enterrer la hache de guerre. Drissa Serré. Dans un contexte marqué par le boom minier, au Burkina, l'exploitation des ressources minières, tout en suscitant beaucoup d'espoir en termes de développement socio-économique, est aussi source d'inquiétude et génère de nombreux conflits qui opposent souvent les acteurs. Comment amener par exemple les sociétés minières et les orpailleurs à cohabiter de façon pacifique? C'est l'objectif du forum multipartite responsabilité sociale des entreprises qui a initié cette rencontre pour échanger sur la question. Avant, on disait les orpailleurs, c'était des gens qui venaient d'ailleurs, mais aujourd'hui, quand vous partez, toute la population s'y mêle et ça joue un peu beaucoup sur les activités agricoles, ça joue sur les activités d'élevage. Quand une société minière, vous avez un fonds de réhabilitation que vous laissez au niveau de l'État qui peut permettre de réhabiliter le site après. Mais pour des orpailleurs, lorsqu'ils sont partis, c'est des trous qui sont laissés. Très souvent, source de vives tensions entre orpailleurs et sociétés minières, l'exploitation minière a des impacts négatifs sur l'environnement, les mœurs, la fréquentation scolaire et l'épanouissement des enfants. Plan Burkina soutient le forum dans sa volonté de renforcer l'engagement des entreprises à faire face à leurs responsabilités sociales. La partie qui intéresse Plan Burkina, c'est que véritablement des mesures soient prises pour que les enfants qui vivent dans ces environnements soient sécurisés. Et tant qu'il y aura les risques de conflit, tant qu'il y aura des tensions entre orpailleurs et sociétés minières, ça veut dire que ce sont les familles qui sont aussi impactées par ces conflits. Ce troisième cadre de réflexion du forum nourrit de grandes ambitions. Améliorer les relations entre acteurs et identifier des projets à même d'améliorer les conditions de vie, notamment celles des enfants sur les sites d'orpaillage. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle du premier congrès de l'Ordre des sages-femmes et maïeuticiens du Burkina Faso, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mercredi 27 mai 2015 à partir de 8h à la salle de conférence de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est par l'épreuve d'histoire-géographie que tout a commencé ce matin. 339 candidats viennent de se lancer à l'assaut du certificat d'études primaires franco-arabes. Tous espèrent bien sûr décrocher le précieux sésame au bout de l'effort. On compte au total 9 centres répartis dans la capitale. Éléonore Yirbanga. Des sujets en français et en arabe dans des matières sociales et scientifiques pour ouvrir les épreuves du certificat d'études primaires franco-arabes. 339 élèves sont candidats à cet examen de la Fédération des associations des établissements franco-arabes au Burkina Faso en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui va livrer à la fin un seul diplôme reconnu officiellement par l'État. L'État compte sur eux pour la construction de ce pays. Il y a des zones où
l'école classique n'arrive pas à engranger de présence d'élèves. Or, ce genre d'école, les écoles franco-arabes, arrivent à avoir des élèves. En un mot, c'est la lutte contre l'analphabétisme. Les épreuves sont composées dans les deux langues, dans des disciplines obligatoires et au choix. Nous avons les disciplines obligatoires en français. Ensuite, nous avons les disciplines obligatoires en arabe, c'est-à-dire en langue arabe, qui comprend les dictées en arabe, bien sûr, études de textes et la rédaction aussi, la lecture, l'éducation islamique et également les disciplines au choix. C'est-à-dire que l'élève peut faire ça soit en français ou en arabe. La Fédération des associations des établissements franco-arabes a été créée dans le but d'unifier les établissements pour mieux lutter contre l'analphabétisme. Elle ambitionne par ailleurs mettre en place un dispositif à même de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité jusqu'au baccalauréat. Ils sont une trentaine, tous des as en mathématiques sélectionnés après des épreuves. À présent, il faut bien désigner un champion. C'est tout l'enjeu de la finale de la 3e édition d'une compétition initiée par un groupe d'étudiants en sciences exactes. Une façon pour eux de promouvoir les maths au Burkina. Maxime Zongo. Les mathématiques à la base de la science et de la technique, facteurs déterminants pour le développement, de quoi multiplier des initiatives pour sa promotion. C'est important de promouvoir la promotion des mathématiques pour le développement d'un pays. Parce que il s'agit d'une expertise à apprendre à résoudre des problèmes. Et ça, c'est transparent, ça apparaît dans tous les domaines. Pour cette 3e édition du championnat mathématique et logique, la phase éliminatoire a débuté en novembre dernier. Ils sont 35 à être retenus pour la finale. De la seconde à l'université, des séries scientifiques mais aussi des littéraires. Les différentes catégories, nous avons la catégorie C1 qui concerne donc les élèves qui font la série littéraire, la catégorie C2 qui concerne donc les élèves qui font la série scientifique, donc de la seconde jusqu'en terminale. Et à la catégorie C3 qui concerne les universitaires. Ça permet d'éveiller la conscience, quoi. Plus de connaissances. Je suis, on peut dire, un passionné de logique. C'est à cause de ça, j'ai participé à ce concours de mathématiques et logique. À cette ultime phase, les candidats, selon leur catégorie, ont subi une seule épreuve. Les résultats seront proclamés le 4 juillet prochain au cours d'une cérémonie solennelle. Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle à l'école du traitement de l'information politique en période électorale. C'est un recyclage qui tombe à point nommé en cette période d'effervescence politique au Burkina. 2 semaines d'exercice et de pratique pour aguerrir et affûter les plumes et les micros. Draman Guéné. Ces journalistes de la presse écrite et audiovisuelle viennent d'achever une formation sur le traitement de l'information politique en période électorale. Ils ont appris, en plus de la déontologie du métier, l'art de tenir le débat politique et le management éditorial des journaux. Différentes thématiques ont été abordées, différents points ont été traités pendant ces 2 semaines et ces formations entrent véritablement dans le cadre du projet Face aux médias qui vise à améliorer la formation des journalistes donc de presse écrite et de radio en ce qui concerne ces 2 formations, d'améliorer leur formation et également de permettre de travailler sur l'information citoyenne. Il s'agit d'une formation en reportage et suivie de campagnes politiques. Ils ont eu en pratique 50 mises en scène qui vont leur servir d'expérience sur le terrain. Nous avons appris en cours une nouvelle façon d'écrire nos reportages et de faire nos comptes rendus. Et en cela, nous avons appris les 50 mises en scène de la formation. Nous avons fait des exercices pratiques. Ici, sur place, comme dehors, nous sommes allés couvrir, par exemple, l'ouverture des concours de la fonction publique. Nous avons fait des interviews d'hommes politiques. Cette formation permettra de renforcer la coopération entre la presse, la société civile et les acteurs politiques en vue de tenir un débat citoyen dans un climat de paix. Auto-emploi des jeunes au Burkina, la Caisse populaire propose sa recette. La question était au centre de la 10e édition des journées de promotion de l'institution. Des jeunes venus de tous les pays ont échangé sur les meilleures stratégies de financement de leurs projets. Hortense Evelyne Yelemou.
La 10e édition de la journée des caisses populaires est consacrée à la jeunesse. Cette couche touchée par le chômage mais qui reste porteuse de projets. Quelle stratégie donc pour le financement de ces projets? C'est la question que la fêtière des caisses populaires tente de répondre à travers une semaine de formation. Durant toute la semaine, nous allons essayer de voir avec la jeunesse ce qui l'intéresse mieux et ce que chacun peut faire selon son domaine pour l'aider vraiment à s'auto-développer, parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, le plus grand problème, c'est l'emploi. Le réseau se positionne comme un partenaire intéressant vu son taux de couverture du territoire selon le ministre en charge de la jeunesse. Une convention devrait être signée avec la fêtière dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition. Nous voulons recourir à une structure qui a pignon sur rue, une structure qui a des expériences réelles et passer par cette structure-là pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc ça ne servirait à rien que nous créions des fonds supplémentaires alors que nous avons à côté de nous, j'allais dire, un réseau qui a cette compétence-là. Durant une semaine, c'est toute la population qui est invitée à participer à cette 10e journée pour mieux se familiariser avec le réseau des caisses populaires. Pour certains, c'est un rêve qui se concrétise, un baptême de l'air au-dessus de Ouagadougou. C'est ce que propose la campagne L'avion, ma passion. Pour susciter des vocations, elle propose en plus une visite de l'aéroport international de Ouagadougou ainsi que des conférences animées par des professionnels de l'aviation. La campagne est un succès. L'engouement a été tel que les organisateurs ont décidé de la prolonger de 2 semaines. Nathalie Sawadogo. Abdoul Rachid Sawadgo, élève en classe de 3e, nourrit l'ambition depuis son bas âge de devenir pilote. Aujourd'hui, il est venu prendre part au vol d'initiation, histoire de découvrir l'avion, sa passion. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être pilote. Donc je vais faire de mon mieux pour l'effectuer, afin de devenir pilote un jour. Comme lui, Marie-Anaïs Kaboré, Abia et Eve Ouedraogo sont toutes venues satisfaire leur curiosité. C'était bien. J'ai eu des vertiges. C'était bien. J'ai vu des arbres, des rivières, des maisons. Quand je vais grandir, je souhaiterais être pilote. L'initiative est de la société Fly International. L'objectif visé est de faire découvrir ou de redécouvrir l'avion au Burkinabé afin de susciter des vocations. Il y a beaucoup de passionnés qui n'ont pas la possibilité donc, de vivre leur passion parce que le transport aérien coûte cher. Alors nous permettons de pouvoir faire ce voyage de découverte. Ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont jamais pris un avion, c'est pour ceux qui veulent redécouvrir l'avion. C'est-à-dire beaucoup ont pris mais pas dans le cockpit. Donc on leur permet de voler avec le pilote pour voir comment exactement ça se passe. L'équipe de la presse présente a été invitée à prendre part à ce vol d'initiation. La campagne de découverte de l'avion va se poursuivre durant 3 semaines. Une page triste dans ce journal. Norbert Michel Tendrebiogo repose désormais au cimetière municipal de Goungin, décédé vendredi dernier des suites de maladie. Celui qui a été pendant longtemps président du Front des forces sociales a été accompagné à sa dernière demeure aujourd'hui. Parents, amis, collègues, compagnons de lutte, tous étaient là pour lui dire adieu. Tanga Robert Kafando. Nuit d'hommage à Norbert Michel Tendrebiogo à son domicile familial au quartier Padoua de Ouagadougou. Une nuit d'adieu, de prières et de témoignages de parents, d'amis, de collègues, de collaborateurs et de compagnons de lutte sur la vie de l'homme et sur son combat. Il est pour moi comme un jeune monument, mais qui a su impacter certaines générations qui avaient à cœur de se battre pour l'idéal de la justice, pour l'idéal de l'intégrité. Je retiens de Norbert, en dépit de nos divergences politiques, un homme engagé, un homme fidèle à ses opinions, à ses idées, un homme constant. Touché par ces mots de compassion et de sympathie, la famille se dit réconfortée et convaincue que l'homme a vécu une vie utile. Leur prière nous accompagne, je suis certain de ça, et nous permet de tenir dans cette tristesse. Après la veillée funèbre, c'est à l'église de la cathédrale qu'une messe a été dite pour le repos de l'âme du défunt.
Cadre de banque, Norbert Michel Tendrebeogo s'est révélé à la scène politique en 1983 avec l'avènement de la Révolution et ne l'a plus jamais quitté jusqu'à son décès le 22 mai dernier. Il fut pendant longtemps président du Front des forces sociales et élu député aux législatives de 2007. C'est un homme extraordinaire. Il avait un idéal qu'il défendait et dont il ne bougeait pas et il ne marchandait pas cela, l'idéal sankariste. À l'aube de ses 60 ans, Norbert Michel Tendrebeogo quitte ce monde, laissant derrière lui une veuve et 3 orphelins. Norbert est inhumé au cimetière municipal de Gounguin, au moment même où le présumé corps de celui dont il a défendu l'idéal est en train d'être exhumé pour la vérité et pour l'histoire. Coïncidence. Voilà, toutes nos condoléances à sa famille. À présent, la revue de presse des quotidiens, un seul sujet traité en long et en large, l'opération d'exhumation des corps du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons, Abdoul Rasmane Zongo. Exhumation des restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. 2 tomes ouvertes le premier jour affichent le quotidien d'État citoyen à sa manchette. Au moment où nous quittions les lieux à 12 heures, dit notre confrère de Sidoya, une source bien introduite nous confiait que la première tombe avait été ouverte, dans laquelle on pouvait apercevoir les vêtements du corps. Cette même source, poursuit le journaliste, nous rappelait dans l'après-midi qu'une seconde avait été ouverte. Le quotidien Le Pays confirme l'ouverture des 2 tombes sous l'œil vigilant de la sécurité. C'est sous haute surveillance policière, affirme le journal, que l'exhumation des restes du père de la révolution d'août 1904-23, Thomas Sankara, et de ses 12 compagnons d'infortune a débuté le 25 mai dernier. À cette première journée charnière, seuls 2 tombes sur 13 ont été expertisés. L'observateur, dans un regard profondément observateur, décline l'identité des 2 tombes éventrées et la durée de l'activité du jour 1. À l'issue de cette première journée, raconte notre confrère, les 2 experts burkinabés et français ont ouvert 2 tombes, celle de Noufou Sawadgo, soldat de première classe, et d'Amadé Sawadgo, sergent-chef. Les fouilles ont duré de 9h à 18h ce lundi et reprennent ce matin à 7h, poursuit le quotidien. Mais qu'en est-il de la tombe objet de toutes les attentions et appréhensions à la fois? Maître Ambroise Farama, un des avocats de la famille Sankara, tente de répondre. La tombe supposée être celle du président Thomas Sankara n'a pas encore été ouverte. Le quotidien Notre Temps, lui, essaie d'échafauder 2 hypothèses à conséquences atténuantes ou aggravantes à l'issue de l'ouverture très attendue de la tombe de Thomas Sankara. Si les analyses hypothèse 1 indiquent que c'est le père de la Révolution qui repose effectivement dans sa tombe de Dagnoin, alors, présume le journal, les choses vont se poursuivre normalement pour savoir comment et par qui il a été assassiné. Mais après l'exhumation des restes, si on ne retrouve pas les traces du capitaine Thomas Sankara, seconde éventualité, alors, affirme notre confrère, d'autres problèmes vont se poser inévitablement. Il faudra en effet investiguer pour savoir où il a été inhumé. C'est donc la boîte de Pandore qui est ouverte, conclut le quotidien Notre Temps. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.